Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre des droits du patient qui s'appelle Loi et droits du patient. J'espère qu'il vous servira. Loi, droit du patient. Dans une bonne relation, on sait ce que l'autre peut apporter. Entre un soignant et son patient, c'est la même chose. Table de matière, avant-propos. Passons donc directement à l'avant-propos. Avant-propos. Depuis 2002, la Belgique dispose d'une loi relative aux droits du patient. Celle-ci précise les caractéristiques de la relation entre le patient et le praticien professionnel et vise à améliorer la qualité des prestations de soins de santé. Cette loi, très proche de certains principes juridiques et des règles déontologiques qui existaient avant elle, a notamment permis d'énumérer en un seul texte les droits fondamentaux des patients, de clarifier la tenue de l'accès au dossier du patient, ainsi que de déterminer les personnes susceptibles de représenter les patients incapables d'exercer eux-mêmes leurs droits. Par ailleurs, si une personne estime qu'un praticien n'a pas respecté un de ses droits de patient et manifeste un mécontentement ou une frustration, elle peut s'adresser au service de médiation de l'hôpital concerné ou au service de médiation fédéral droits du patient si le praticien exerce en dehors d'un hôpital. La Commission fédérale droits du patient, établie au sein du service public fédéral santé publique, évalue l'application de la loi et donne des avis aux autorités en matière des droits du patient. CF www.patientright.be. Je vais donc l'appeler www.patientrights.be. Qui est visé par la loi et dans quelle situation? 1. Le patient. Toute personne qui reçoit des soins de santé à sa demande ou non. Exemple, à la demande de l'employeur ou pour contrôler une incapacité de travail. 2. Le praticien professionnel. Les praticiens suivants sont tenus de respecter les droits du patient dans les limites de leurs compétences légales. Médecin, dentiste, pharmacien, sage-femme, kinésithérapeute, praticien de l'art infirmier, orthopédagogue, cliniciens, paramédicaux, bandagistes, orthéistes et prothésistes, diététiciens, ergothérapeutes, assistants techniciens en pharmacie, techniciens en imagerie médicale, techniciens en laboratoire médical, logopèdes, orthopédistes, podologues, audiologues et audiciens. 3. Le domaine des soins de santé. La loi relative aux droits du patient concerne tous les services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir, déterminer, exemple médecine d'assurance, conserver, restaurer, exemple revalidation, ou améliorer l'état de santé d'un patient, de modifier son apparence corporelle à des fins principalement esthétiques, ou de l'accompagner en fin de vie, exemple soins palliatifs. 2. Quels sont les droits du patient? 1. Bénéficier d'une prestation de soins de santé de qualité. Chaque patient reçoit, au vu de ses besoins, les meilleurs soins possibles en fonction des connaissances médicales et de la technologie disponible. Les prestations sont dispensées dans le respect et la dignité humaine et de l'autonomie du patient, sans la moindre discrimination. Exemple, classe sociale, orientation sexuelle, conviction philosophique. Ces soins visant à prévenir, traiter et soulager la douleur physique et psychique font partie intégrante du traitement du patient. 2. Choisir librement le praticien professionnel. Le patient choisit le praticien professionnel et peut consulter à tout moment un autre praticien. Mais la loi ou des circonstances propres à l'organisation des soins de santé peuvent parfois limiter ce libre choix. Exemple, lors de l'administration forcée d'une personne atteinte de maladie mentale ou de la présence dans un hôpital d'un seul spécialiste. D'un autre côté, tout praticien peut refuser de dispenser des services à un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles, excepté en cas d'urgence dans le cas où le prestataire se dégage de sa mission de soins et il doit néanmoins veiller à en assurer la continuité. 3.
et être informé sur son état de santé. Le praticien communique au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé. Il s'agit du diagnostic, même s'il est négatif, et son évolution probable. Le prestataire de soins indique aussi le comportement adopté en conséquence. Exemple, lorsqu'il existe des risques en cas de grossesse. Comment le patient est-il informé? Le praticien communique l'information oralement dans un langage clair adapté au patient. Le professionnel tient compte notamment de l'âge, de la formation et des capacités de compréhension du patient. Ce dernier peut demander une confirmation écrite. Le patient peut désigner une personne de confiance pour l'assister ou demander que l'information soit communiquée à cette personne. Le cas échéant, le prestataire de soins note dans le dossier du patient que l'information a été communiquée avec l'accord du patient ou en présence de cette personne ainsi que de l'identité de celle-ci. La personne de confiance. Un membre de la famille, un ami, un autre patient ou toute autre personne désignée par le patient pour l'aider à obtenir des informations sur son état de santé, à consulter ou à obtenir copie de son dossier ainsi qu'à porter plainte. La Commission fédérale droit du patient a émis un formulaire de désignation de la personne de confiance, voire 5 en annexe 2. Si le patient ne souhaite pas connaître l'information, le praticien respecte son souhait. Exemple, refus de savoir si l'on est atteint d'une pathologie incurable, comme la maladie de Huntington, et note dans le dossier du patient. Mais le professionnel peut refuser cette demande de ne pas savoir si l'absence d'information risque de nuire sérieusement à la santé du patient ou de tiers. Exemple, maladie contagieuse. Dans ce cas, le praticien doit au préalable consulter un autre professionnel et entendre la personne de confiance désignée par le patient. Si l'information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient, exceptionnellement, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines informations au patient s'il estime qu'elles constituent à ce moment un préjudice sérieux pour la santé du patient. Pour cette démarche inhabituelle et temporaire, le patient doit demander l'avis d'un collègue et ajouter les motifs de son refus au dossier du patient. De plus, l'information sensible est communiquée à l'éventuelle personne de confiance. Le professionnel veille à faire preuve de tact lorsqu'il fait part au patient de son refus de l'informer. 4. Consentir librement à la prestation de soins, avec information préalable. Avant d'entamer un traitement, le praticien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient à celui-ci. Cela implique que le praticien doit avoir clairement informé le patient des caractéristiques de l'intervention envisagée. L'information divulguée en temps opportun, exemple avant que le patient ne se trouve sur la table d'opération, porte sur les aspects suivants de l'intervention. But, exemple pour établir un diagnostic pour opérer, la nature, est-ce douloureux, le degré d'urgence, la durée, la fréquence, les contre-indications, les effets secondaires, les risques significatifs, la nécessité d'un suivi, les répercussions financières, exemple honoraires, praticiens conventionnés ou non, les conséquences éventuelles en cas de refus du consentement ainsi que les éventuelles alternatives. En cas d'urgence, lorsqu'il est impossible de discerner la volonté du patient ou de son représentant, exemple personne inconsciente arrive aux urgences, le professionnel pratique toutes les interventions nécessaires et fait mention de cette situation dans le dossier du patient. Comment le patient consent-il? Le consentement est exprimé de manière verbale par le patient ou déduit de son comportement par le praticien. Exemple, le patient tend le bras pour une injection. Le patient peut donner son consentement à certaines conditions. Exemple, arrêt d'un traitement de chimiothérapie en cas d'échec. D'un commun accord, le patient et le praticien peuvent fixer le consentement par écrit et l'ajouter dans le dossier du patient. Exemple, pour un examen ou un traitement important. Si le patient refuse ou retire son consentement, le praticien respecte ce refus aussi longtemps que le patient ne l'a pas révoqué, mais il continue à dispenser certains soins de qualité. Exemple, poursuite de soins corporels de base à
un patient qui refuse de boire et de s'alimenter. Le patient ou le praticien peut demander que le refus ou le retrait du consentement soit indiqué dans le dossier du patient. Lorsque le patient se trouve dans un état de santé l'empêchant d'exprimer sa volonté, exemple coma, maladie mentale dégénérescence, le praticien doit respecter la déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu'il était encore à même d'exercer ses droits. Dans cette déclaration anticipée, le patient a fait savoir qu'il refuse son consentement à une intervention déterminée. Il est préférable de rédiger cette déclaration de volonté en présence d'une tierce personne, exemple un praticien, afin d'éviter des dérives d'interprétation. La déclaration n'est pas limitée dans le temps, à moins d'une révocation par le patient, à un moment où il est en mesure d'exercer ses droits. 4 bis. Savoir si le praticien est assuré et autorisé à exercer sa profession. Le praticien informe le patient s'il dispose ou non d'une couverture d'assurance ou d'une autre forme de protection concernant la responsabilité professionnelle, ainsi que son statut d'autorisation à exercer ou d'enregistrement, notamment sur le visa qu'il a reçu du ministre compétent pour la santé publique, sur son inscription à l'INAMI ou à l'ordre des médecins. 5. Pouvoir compter sur un dossier tenu à jour, pouvoir le consulter et en obtenir une copie. Le praticien tient à jour et conserve en lieu sûr un dossier pour chaque patient. Ce dossier contient des données sur l'identité du patient et des informations médicales, exemple résultat d'un examen, diagnostic. Le patient peut demander au praticien d'y ajouter certains documents, exemple un article scientifique relatif à sa maladie, un document désignant une personne de confiance ou un mandataire. Si le patient change de prestataire de soins, il peut demander le transfert de son dossier de patient afin d'assurer la continuité des soins. Comment le patient peut-il consulter son dossier? Le patient peut demander oralement ou par écrit au praticien de consulter directement son dossier. Le prestataire de soins a 15 jours à partir de la réception de cette requête pour présenter le dossier au patient. À l'exclusion des annotations personnelles du praticien, notes dissimulées à des tiers, réservées à l'usage personnel du praticien et dénuées d'intérêt pour la qualité des soins, et des données relatives aux tiers. Le patient peut désigner par écrit une personne de confiance afin de l'assister ou de consulter son dossier à sa place, y compris les annotations personnelles s'il s'agit d'un praticien professionnel. La demande du patient et l'identité de la personne de confiance sont ajoutées au dossier du patient. Si le prestataire de soins a décidé de ne pas informer le patient sur son état de santé, par crainte de lui causer un grave préjudice, CF2, 3, le patient ne dispose que d'un accès indirect à son dossier. Seul un praticien professionnel désigné par le patient pourra alors consulter le dossier avec les annotations personnelles. Comment le patient peut-il obtenir une copie de son dossier? Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la consultation, le patient peut demander à recevoir une copie de son dossier. Chaque copie reçoit la mention strictement personnelle et confidentielle. Il s'agit d'une simple indication d'un signal dont le patient fait ce qu'il veut. Le professionnel ne délivre pas de copie s'il dispose d'éléments indiquant que le patient subit des pressions afin de la communiquer à des tiers, exemple employeur, compagnie d'assurance. Comment les proches du patient décédé peuvent-ils accéder au dossier? Si le patient ne s'y est pas opposé de son vivant, l'époux, le partenaire, les parents, les enfants, les frères, les sœurs, les grands-parents, les petits-enfants qui invoquent le motif valable, exemple suspicion d'une faute médicale, dépister des antécédents familiaux, peuvent désigner un praticien, exemple médecin de famille, qui consultera le dossier du défunt avec les annotations personnelles. C'est pour protéger la vie privée du patient que la consultation est indirecte et qu'elle se limite aux données directement liées aux raisons invoquées par les proches. 6. Être assuré de la protection de sa vie privée. Sauf accord du patient, seules les personnes nécessaires sur le plan professionnel sont présentes lors des soins. L'information liée à la santé du patient ne peut être divulguée à des tiers, exemple pour la conclusion d'une assurance vie,
à moins d'une dérogation légale de la nécessité de protéger la santé publique ou les droits et libertés de tiers. Exemple, risque de contamination. 7. Introduire une plainte auprès d'un service de médiation. Si une personne estime que l'un de ses droits de patient est bafoué, elle peut introduire une plainte auprès du service de médiation compétent. Vous trouverez ci-joint de plus amples informations sur ce sujet ci-après. CF 3. 3. Comment fonctionnent les services de médiation? 1. Quel est le rôle de service de médiation droit du patient? Le médiateur est tout d'abord chargé de promouvoir la communication entre le patient et le praticien par le biais d'actions préventives afin d'éviter les plaintes. Si un patient porte plainte auprès du service de médiation compétent parce qu'il estime qu'un de ses droits n'a pas été respecté, exemple manque d'informations sur son état de santé, difficulté d'accéder au dossier médical, qualité de soins insatisfaisante, la médiation tente de résoudre le différend avec le concours du patient et du praticien. Si les parties n'arrivent pas à trouver une solution, le médiateur informe le plaignant des autres possibilités existantes pour traiter sa requête. Outre la diffusion d'informations sur sa propre organisation, la fonction des médiations formule aussi des recommandations dans le cadre de son rapport annuel afin d'éviter la répétition de certains mécontentements liés aux droits du patient. 2. Comment se déroule la médiation? Les plaintes peuvent être formulées par écrit, lettres, fax, email ou oralement, téléphone, contact personnel après prise de rendez-vous auprès de médiateurs compétents. Le cas échéant, le patient peut être assisté d'une personne de confiance. Avant d'entamer une procédure de médiation, le médiateur invite le patient à contacter lui-même le praticien. Le médiateur travaille de manière indépendante, qu'il soit l'employé ou non d'une institution de soins de santé ou d'une plateforme de concertation. Il ne peut donc pas être sanctionné pour des actes accomplis dans le cadre de l'exercice correct de sa fonction. Lors du dépôt de la plainte, le médiateur écoute le patient et tente d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Lorsque les attentes du plaignant sont claires, le médiateur prend contact par écrit ou oralement avec le praticien mis en cause qui est invité à faire part de son point de vue sur les faits relatés par le patient. Sans prendre parti pour le patient ou le praticien, le médiateur fait preuve d'une neutralité et d'une impartialité stricte tout au long de la procédure. Par ailleurs, il ne peut avoir été concerné par les faits ni par les personnes qui font l'objet de la plainte. Dans la perspective de restaurer le dialogue, le médiateur peut proposer aux parties qui consentent de reprendre mutuellement contact ou de se rencontrer en sa présence. Si elles refusent, le médiateur jouera le rôle de l'intermédiaire entre les parties tout au long de la procédure. Il tient respectivement chaque partie au courant, par écrit ou oralement, des réactions et des attentes de l'autre. Le médiateur encourage les parties à exprimer leurs sentiments et leurs propositions dans une logique de conciliation. Ils essayent d'apaiser le conflit et de résoudre les différends par la négociation, l'échange et la communication. En vue d'aboutir à une solution avec les parties, le médiateur exerce sa fonction de médiation de manière diligente et dans un délai raisonnable. Cependant, la gestion du conflit dépend en grande partie de la bonne volonté des parties concernées qui peuvent à tout moment arrêter le processus de médiation et se tourner vers une autre procédure. Si les parties arrivent à un accord et ou si la communication est rétablie, le dossier de médiation peut être clôturé. À défaut de solution, le médiateur oriente le patient vers un autre règlement de conflit possible, exemple un autre service de l'hôpital, les mutualités, les commissions médicales provinciales, les services d'inspection relevant des communautés et des régions, l'ordre des médecins, les tribunaux judiciaires. Toutes les démarches d'entreprise par le médiateur sont gratuites pour les parties concernées. Étant donné que le médiateur est tenu de respecter le secret professionnel, il ne peut pas communiquer à deux tiers les données que le patient ou le praticien a confiées. Le règlement d'ordre intérieur qui fixe les modalités spécifiques concernant l'organisation, le fonctionnement et la procédure du traitement des plaintes
est disponible à l'hôpital ou au siège administratif de la plateforme de concertation en santé mentale. Le règlement du service de médiation fédérale est quant à lui disponible au secrétariat de la Commission fédérale, droits du patient. Toute personne intéressée peut consulter le règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur qui fixe les modalités spécifiques concernant l'organisation, le fonctionnement et la procédure de traitement des plaintes est disponible à l'hôpital au siège administratif de plateforme de concertation en santé mentale. Le règlement du service de médiation fédérale est quant à lui disponible au secrétariat de la Commission fédérale, droits du patient. Toute personne intéressée peut consulter le règlement d'ordre intérieur. 3. À qui le patient peut-il s'adresser pour porter plainte? Lorsque la plainte vise un praticien qui travaille dans un hôpital, le patient peut contacter le service de médiation de cet hôpital. Si le professionnel concerné exerce dans un hôpital psychiatrique, une initiative d'habitation protégée ou encore une maison de soins psychiatriques, il est possible que le médiateur compétent soit celui d'une plateforme de concentration en santé mentale auquel les institutions sont rattachées. Les coordonnées du médiateur sont disponibles auprès du service de médiation fédérale, droits du patient, ainsi que sur le site internet SPF Santé CF Infra. Le patient peut également s'informer directement auprès de l'hôpital concerné. Par contre, si la plainte vise un professionnel du secteur ambulatoire travaillant en dehors d'un hôpital, exemple médecin généraliste, médecin spécialiste à son cabinet privé, infirmier indépendant, dentiste, médecin au sein d'une maison de repos, médecin de prison, le patient peut s'adresser au service de médiation fédérale, droits du patient. Contact. Service de médiation des hôpitaux ou des plateformes de concertation en santé mentale. La liste et les coordonnées des médiateurs de ces services sont disponibles à l'adresse suivante: www.patientride.be. Je répète, www.patientride.be, www.patientrihts.be. Service de médiation fédérale, droits du patient, SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, DG Soins de santé, place Victor Horta, 40 boîte 10 à 10 060 Bruxelles. Je répète, SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement, DG Soins de santé, place Victor Horta, 40 boîte 10 à 1060 Bruxelles. Et toujours sur le même site, www.patientrights.be. Francophone, téléphone 02 524 85 21, fax 02 524 85 38. Je répète, francophone, téléphone 02 524 85 21, fax 02 524 85 38. L'email médiation-droit du patient en un mot @santé.be.belgique. Je répète, médiation MEDIATION-SANTE.belgique.be. Néerlandophone, téléphone 02 524 85 20, fax 02 524 85 38. Néerlandophone, je répète, téléphone 02 524 85 20, fax 02 524 85 38, ou par email pemmindeling-patiëntenrechten@gezondwereld.belgië.be. Je vais l'épeler BEMIDELING-patientenrechtchdorg.
e-n@gezod.belgie.be. Bien entendu, ce message est en français, mais le numéro pour les néerlandophones y est également présent. 4. Que se passe-t-il si le patient est incapable d'exercer ses droits? Qui est incapable d'exercer ses droits de patient? Le mineur incapable d'apprécier raisonnablement ses intérêts selon l'estimation du praticien. Le majeur incapable d'exprimer sa volonté selon le praticien. Exemple, personne dans le coma. Le représentant. En cas d'incapacité du patient, c'est la personne qui exerce les droits du patient au nom de ce dernier, ce qui lui différencie de la personne de confiance qui ne fait qu'assister le patient. 2. Qui peut exercer les droits du patient lorsqu'il est incapable? Si le patient est mineur, l'exercice des droits appartient aux parents, père, mère et aux tuteurs. Mais le mineur peut exercer en totalité ou en partie ses droits de manière autonome, si le praticien estime qu'il est capable d'apprécier raisonnablement ses intérêts. Si le patient majeur, selon l'estimation du praticien, est incapable de fait d'exercer ses droits, en prévision d'une éventuelle incapacité, le patient peut désigner via un mandat écrit, daté et signé à une personne en qui il a confiance, qui exercera ses droits de patient en cas d'incapacité, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. Le patient veille à communiquer le mandat de professionnel de soins. Exemple, déposer le mandat dans le dossier du patient. Si le patient n'a désigné aucun mandataire ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, les droits du patient sont exercés par l'administrateur de la personne auprès d'autorisation du juge de paix, pour autant et aussi longtemps qu'il n'est pas en mesure d'exercer ses droits lui-même. Si le patient n'a désigné aucun mandataire, ou si le mandataire désigné par le patient n'intervient pas, et si aucun administrateur n'est habilité à représenter le patient, les droits du patient sont exercés en ordre subsidiaire par l'époux cohabitant ou le partenaire cohabitant, l'enfant majeur, un parent, une sœur ou un frère majeur. En cas de conflit entre plusieurs candidats représentants du même niveau, exemple plusieurs enfants, ou à défaut de représentants, le praticien aux intérêts du patient, tout en se concertant avec l'équipe pluridisciplinaire. Le mandataire, la personne que le patient majeur a désignée via un mandat écrit lorsqu'il était encore capable d'exercer ses droits. La Commission fédérale droits du patient a émis un formulaire de désignation et de révocation de mandataire, voire 5 en annexe 2. L'administrateur de la personne. Dans la loi, le droit du patient, l'administrateur de la personne est la personne qui représente la personne protégée dans l'exercice de ses droits. En tant que patient, après autorisation du juge de paix, et si le patient n'avait pas désigné par écrit de mandataire. Quelles sont les limites du pouvoir de représentant? Le patient est associé autant que possible à l'exercice de ses droits compte tenu de sa capacité de compréhension. Exemple, des moments de lucidité. Afin de protéger la vie privée du patient, le professionnel peut refuser l'accès du dossier au représentant. Seul le praticien désigné par le représentant pourra consulter ou obtenir copie du dossier. Le prestataire de soins indique dans le dossier du patient les motifs pour lesquels il a refusé au représentant d'accéder au dossier. Dans le cadre d'une concertation pluridisciplinaire, le praticien peut également s'opposer dans l'intérêt du patient à la décision du représentant afin de prévenir toute atteinte à la vie ou à la santé du patient. Exemple, le représentant refuse un traitement vital, mais le prestataire de soins ne pourra pas déroger à la décision du mandataire si ce dernier prouve que sa décision correspond à la volonté expresse du patient. Exemple, témoignage confirmant cette volonté d'enregistrement vidéo. Le praticien note les motifs pour lesquels il n'a pas respecté une décision du représentant dans le dossier du patient.
Le représentant ne peut jamais aller à l'encontre d'une déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu'il était à même d'exercer ses droits. Refus anticipé d'une intervention déterminée. En cas d'urgence, si la volonté du patient et celle du représentant sont incertaines, le praticien agit au mieux dans l'intérêt du patient. Voilà, j'ai volontairement retiré les passages sur le droit et les articles divers pour éviter une malcompréhension pour la personne n'ayant pas le fascicule ou le folder. La version complète sera également mise en ligne et disponible sur YouTube à littérature audio et en faisant la recherche droit du patient, où vous pouvez me demander le lien via mon email renuart.jon@gmail.com. Je répète, renuart.jon@gmail.com. gmail.com, ou pour toute autre question dans laquelle je pourrais vous répondre. Je vous remercie, j'espère que cela vous aura aidé et bien à vous.